pour l'éducation nationale, et le projet très inquiétant, celui de supprimer 4000 postes. Cela inquiète surtout les enseignants et parents d'élèves, ainsi que les élèves eux-mêmes. On en parle tout de suite avec Marion, enseignante en Seine-Saint-Denis, et Jessica, parent d'élèves. C'est parti. Un prof devant chaque classe. L'école, une grande cause nationale. Tous les ans, on a droit à des slogans de ce genre prononcés par des membres du gouvernement, mais ce sont des belles phrases qui ne se matérialisent pas dans la réalité. La réalité, c'est que le métier n'est plus attractif, il y a une crise des vocations, et tous les ans, à quelques semaines de la rentrée, on fait appel à des contractuels de manière un peu précipitée. Les conditions de travail se dégradent également. Mais le gouvernement, pour faire des économies, choisit de supprimer 4000 postes, et notamment dans l'élémentaire, soi-disant parce qu'il y aura 97 élèves de moins. Mais moins d'élèves, cela aurait pu être une bonne nouvelle, non ? Classe moins chargée, élèves mieux encadrés. Mais ce n'est pas la vision de société du gouvernement Barnier. On parle de tout ça avec Marion, enseignante en Seine-Saint-Denis, et Jessica Suzès, parent d'élèves. Merci, mesdames, d'être avec nous. Je le disais, le gouvernement prévoit donc de supprimer 4000 postes. Pour vous, quelles seraient les conséquences, en tout cas, de cette suppression ? Et surtout, quand vous avez entendu ça, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Déjà, c'est un peu le choc parce que ce gouvernement, c'est un tournant autoritaire, brusque. Enfin, ça se voit aux yeux de tout le monde. Et moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'il envoie un message à l'ensemble des travailleurs parce que ça fait des années qu'on dit les profs, c'est essentiel pour faire tourner la société, comme les soignants. Et là, en fait, ils s'attaquent aux profs. Donc, en fait, aux yeux de tous les travailleurs, tu t'attaques à des travailleurs essentiels, ça veut dire que personne ne va être épargné, quoi. Et ça se voit que le plan Barnier, c'est un plan d'ensemble. Enfin, genre, il va s'attaquer à tous les travailleurs et à tous les plus précaires. Ça, je pense, c'est le premier truc que moi, j'ai vu. Je me suis dit, en fait, c'est une guerre contre les travailleurs qu'il est en train d'annoncer. Et il se sert de nous pour dire, en fait, vous voyez, si même les essentiels, ils sont pas épargnés, personne ne le sera. Et c'est pour ça que ça va avec des licenciements de masse, etc. Mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est que là, ça fait 7 ans, il y a déjà eu plus de 7000 suppressions de postes dans le second degré, et que là, en fait, 4000 en plus, alors qu'on dit tous les ans, il manque des profs face à chaque classe, exactement, comme tu le disais très bien. Mais ça veut dire qu'en fait, nous, tous les ans, on nous dit, il y a une baisse démographique, on ferme une classe. Ok, ça fait quoi ? Ça fait 4-5 élèves de plus dans chaque classe. Donc, tu as des classes qui sont blindées. C'est même très matériel. Hein. Ça veut dire que tu n'as pas assez, parfois, de place autour de tes tables ou pas assez de chaises dans ta salle. Enfin, je veux dire, ça se traduit même comme ça. Mais c'est surtout que le suivi individuel, et particulièrement dans les zones où il y a des conditions socio-économiques plus difficiles, en fait, tu peux plus accompagner tes élèves individuellement. Et les apprentissages, autant dire que ça passe à la trappe, parce que tu fais pas le même cours à 20 élèves comme à 30. Et les profs de lycée le voient. Enfin, c'est eux qui ont le plus subi ces dernières années. Donc, ces classes surchargées. Et nous, on va devoir l'encaisser de plus en plus aussi. Mais je pense qu'il faut voir que c'est une ruine des apprentissages. Et ça finit de confirmer ce qu'on disait déjà pendant le premier quinquennat Macron avec le Covid, de dire c'est l'école garderie du MEDEF. Mais c'est ça, en fait. Ils s'en foutent de ce que les écoles, ce que les élèves apprennent, tant qu'ils respectent l'ordre, qu'ils sont droits dans leurs bottes et qu'ils vont servir de futures main-d'œuvre précaires au patronat. Et pour faire le lien avec ton sujet d'avant, nous, les jeunes de quartier, ce qui leur manque, c'est des perspectives d'avenir. Parce que quand tu leur promets, en fait, Parcoursup, ou alors de devenir chauffeur Uber, ou alors le SNU, l'avenir, c'est aussi la guerre. Évidemment que sans perspective d'avenir, cette jeunesse, elle finit dans des situations comme celle-là. Mais je pense que du coup, c'est une guerre qui est faite aux travailleurs, mais aussi à la jeunesse. Et je pense qu'il faut le voir, ce manque de perspective d'avenir, ces 4000 suppressions de postes, c'est une façon de dire, mais en fait, on s'en fout des élèves, on s'en fout de l'avenir de cette jeunesse, tant qu'elle peut être sur les rangs du marché du travail plus tard, etc. C'est ça que nous, on a compris avec cette annonce. Après, du côté des parents, je sais que les parents sont ultra choqués. Et ça témoigne aussi d'une forme de solidarité que nous, on veut continuer à mettre en place et à travailler, parce que ce que je disais, c'est ça, c'est qu'il y a des alliances à créer très rapidement autour de ces questions.
Pour juste donner un chiffre par rapport à ce que tu viens de dire sur les suppressions de postes, en 7 ans, il y a déjà eu plus de 8000 postes de profs supprimés dans le second degré, alors que dans le même temps, on a compté finalement plus de 7000 élèves en plus donc sur la même période. Donc effectivement, comme tu le décrivais très bien, ça donne ensuite des conditions de travail difficiles. Elle parlait des parents, donc Jessica, tu es parent d'élèves. Face à cette annonce, parent d'élèves dans le 93, hein, qu'est-ce que justement tu t'es dit en fait? Nous, en tant que parents, on est inquiète. On est inquiet parce que moi, je pars du principe qu'avec l'établissement, on est en coéducation. C'est-à-dire que mes enfants sont autant avec moi qu'ils sont aussi dans l'établissement. Comment va se dérouler cette coéducation s'il y a moins de profs, s'il y a moins de moyens? Qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants dans les classes? Si mon enfant a des difficultés, moi j'ai un de mes enfants qui a des difficultés, comment est-ce qu'il va être encadré, soutenu? Comment ça va se passer pour lui? Comment ça va se passer pour tous les enfants? Moins de profs, plus d'enfants dans les classes. Le prof, il est censé donner des cours, il n'est pas censé surveiller comment ça se passe dans la classe, comment ça va se passer pour les enfants qui sont victimes de harcèlement dans les classes. En fait, là, du coup, c'est si on change un peu d'angle de vue, c'est tout un tas de problèmes qui va encore s'amplifier. Alors que le gouvernement ne fait rien, ne donne aucun moyen. Et on sait très bien que les premiers à en pâtir, ça va être nous, dans les quartiers populaires. Donc déjà qu'on n'a pas tous les professeurs. Moi, je sais que mes enfants au collège, ils ont mis plusieurs mois à avoir des professeurs, etc. Donc ça va être quoi le résultat qui est déjà pas fantastique? Parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on a des enfants dans des écoles, dans les quartiers populaires, à trouver limite ça normal qu'au début d'année, il manque un prof, et qu'on l'aura qu'à partir des vacances de la Toussaint, alors qu'effectivement, c'est un vrai problème. Et est-ce que, justement, en tant que parent d'élèves, depuis, déjà, concrètement, là, est-ce qu'il y a des exemples de choses que tu vois depuis quelques années dans les écoles primaires ou collèges de tes enfants qui sont déjà problématiques et qui, par exemple... bien sûr. Oui, j'imagine. Mais il y en a plein. Il faudrait une heure d'émission pour tout au moins une ou deux, histoire que les gens qui nous regardent et nous entendent... C'est la violence qui existe dans les établissements. C'est le manque de moyens qui existe pour justement essayer de former à la non-violence nos élèves. C'est justement l'encadrement des élèves qui ont des problèmes spécifiques. C'est aussi le manque de moyens. Il n'y a pas de cahiers. Ça veut dire que moi, à l'école primaire de ma fille, j'ai dû payer des cahiers, pareil pour le collège de mes enfants, parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc ça veut dire que les parents, l'école est censée être gratuite, et en fait, on en arrive à devoir payer du matériel parce que les profs n'ont pas de moyens. Oui, effectivement. On parle de conditions, elle le dit très bien, difficiles pour les profs en tant qu'enseignantes. Et je le disais en introduction, les conditions sont dégradées. Est-ce que, justement, tu remarques ces conditions dégradées depuis quelques années? Est-ce que ça s'est accentué sous la présidence Macron? Et plus globalement, quel est l'état d'esprit des enseignants dans ces établissements-là? Déjà, je veux rappeler que c'est 1 an de scolarité perdu pour les élèves du 93, enfin les non-remplacements, etc. Et après, c'est aussi beaucoup des primo-profs et des profs contractuels, comme tu le disais, qui du jour au lendemain apprennent qu'ils ont une 5e ou un CM2 et du coup doivent faire un programme mais ultra à la hâte et tout. Donc ça, c'est les conditions de travail. Juste pour préciser, quand tu dis une année de perdu, c'est-à-dire que c'est le cumul du nombre de jours d'absence? C'est une année de perdu pour les élèves en termes de scolarité. Donc ça veut dire que même leur niveau au brevet, il est moindre que celui d'autres élèves d'autres départements. Tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas eu tous leurs cours. Et qu'en plus, c'est des conditions socio-économiques difficiles. Et on sait qu'on ne fait pas les mêmes cours à des élèves qui ont le ventre vide et qui dorment à la rue qu'à des élèves qui se portent bien, etc. Jessica, elle pourra revenir là-dessus. Mais par ailleurs, moi, j'ai des mamans d'élèves qui dorment à la rue avec des élèves à moi. Et qui d'ailleurs, je pense que vous connaissez, c'est le collectif Combat pour l'hébergement sur Saint-Denis qui milite aujourd'hui pour avoir des logements et des papiers pour tous. Je pense que dans une période où il y a une montée de l'extrême droite, c'est ultra important de les soutenir pour réclamer des papiers pour tous, un hébergement pour tous, face à un maire, Monsieur Hanotin, qui est soi-disant de gauche, qui refuse de les héberger. Mais moi, je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, l'école de l'égalité des chances, ça n'existe pas. Je pense qu'il faut le voir. Et que oui, sur le 93, les répercussions des dernières réformes que tu demandais, c'est 7 ans d'attaque. 7 ans bien plus avant, etc. Mais Blanquer, c'est le tournant de la rigueur et d'une vision de l'école ultra marche au pas que Attal a repris un peu derrière, etc. Nous, on a eu tellement de ministres, tellement d'hommes et de femmes de paille aussi, il faut le dire. Mais il faut voir c'est quoi le sens des réformes. C'est trier les élèves
Parcoursup, groupe de niveau ou de besoin, c'est selon leur humeur. Le pacte, le SNU, l'uniforme. Donc eux, ils ont une vision de l'école ultra autoritaire où les élèves doivent être assis debout, en rang, ne surtout pas ouvrir leur bouche et ne pas penser par eux-mêmes et on doit juste remplir le vase de leur tête. Mais ça, nous, c'est pas ça la vision de l'école qu'on défend en tant que prof, pédagogue, etc. On veut que les élèves ils puissent apprendre des choses sur les bancs de l'école. Et apprendre des choses, bah oui, ça commence par mettre des moyens. Mais on voit là, c'est pas leur priorité. Et moi, un truc que je voudrais dire, c'est que où est-ce qu'on peut... s'il faut faire des économies, à ce moment-là, mais supprimons des postes de sénateurs et pas de professeurs. Enfin, vous voyez, genre des gens qui nous coûtent cher et qui servent à rien, à part à nous faire la guerre. Je pense que là, il y a des possibilités d'économie à faire. Je le dis à moitié en rigolant, mais c'est un peu sérieux en vérité. C'est où sont les priorités de budget. On n'est pas en train de couper dans la police, dans l'armée ou dans le patronat. On est en train de couper dans l'éducation et la santé. Là où les travailleurs, les classes populaires ont le plus besoin de ces métiers essentiels. Et pour moi, c'est important d'être aux côtés de maman de mes élèves aujourd'hui parce qu'en fait, je pense que les combats de demain, ils vont se mener dans des alliances comme celle-là. On a commencé à le faire autour du plan d'urgence 93 l'année dernière, à se battre ensemble juste pour que le plafond de certaines classes ne s'effondre pas, pour plus qu'il y ait de fuite dans les établissements. Enfin, je veux dire, à Stanislas, il n'y a pas de fuite dans les couloirs. C'est pas ça leurs conditions à eux. Ils ne sont pas obligés de faire un droit de retrait pour avoir du chauffage dans leur établissement scolaire. Nous, c'est ça tous les ans. Tous les ans, pour que les gamins ils aient pas froid, on fait un droit de retrait pour avoir du chauffage. Et je pense qu'il faut voir c'est quoi les conditions hautement délabrées de l'éducation. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'hôpital, les patients, ils sont sur des lits dans les couloirs. Ouais. Bon, nous, les élèves, ils sont blindés dans les classes et bientôt, on devra faire à moitié dans les couloirs. Enfin, je plaisante, mais ça a une répercussion à la fois sur le quotidien de la jeunesse, mais aussi sur leur avenir. Et c'est pour ça que c'est un combat d'ensemble à mener à la fois pour l'éducation, mais aussi contre le monde de M. Barnier, Macron, qui veulent nous faire une guerre, mais sans précédent. Et moi, je rajoute juste un truc. Mais la semaine dernière, nos directions syndicales, elles ont dit « Attention, alerte sociale, si vous ne nous recevez pas dans les 72 heures, on fera grève ». Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'y aller. Enfin, je veux dire, Madame Jeanneté, il y a 3 semaines, elle ne savait même pas ce que c'était que l'éducation publique. Je ne suis même pas sûre que ses enfants ils soient en éducation publique. Enfin, donc, en fait, pourquoi aller discuter avec cette dame ? Il faut direct faire une grève et faire une grève reconductible. Quand on vous annonce des attaques aussi violentes, pourquoi il n'y a déjà pas de plan de grève d'ensemble ? Enfin, je veux dire, ça va de l'école aux anciens qui ne savent même pas s'ils vont toucher leur pension avant qui ont leur pension gelée, l'augmentation de leur pension gelée jusqu'en juillet. Sur les plateaux de BFM, ça parle d'une retraite à 66 ans. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus, en fait, aux directions syndicales pour se dire, là, stop. Parce qu'en fait, si on ne met pas un frein maintenant, mais c'est une bataille importante. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une précarisation de l'ensemble des travailleurs, quoi. Non, c'est vrai pour poursuivre ce que tu viens de dire, il y a effectivement l'intersyndicale des personnels de l'éducation a émis donc une alerte sociale. C'est pas toujours, ils sont pas toujours tous d'accord, mais suite à cette suppression, ils sont tous mis d'accord concernant donc cette mesure de suppression de 4000 postes. En tant que parent d'élèves, est-ce que tu as le sentiment d'être entendu et quels sont les modes d'action pour être entendu donc à juste titre? Est-ce que, comme le disait Marion, il faut cette alliance avec les enseignants? Je pense que c'est quand même essentiel. Mais est-ce que tu as ce sentiment d'être entendu dans les différentes revendications? Et est-ce que récemment, justement, vous avez pu être, sur un exemple précis, être entendu ou pas entendu, justement et du coup, c'est l'occasion là d'en parler, si jamais c'est le cas. Non, on n'est pas entendu. Parce que les gens sont dans l'urgence au sein de leur établissement, ils sont dans l'urgence avec le manque de moyens. Donc, il n'y a pas de moyens d'écoute parce que, pour parler d'un cas très concret, j'ai mon fils qui a eu des pensées suicidaires l'année dernière parce qu'il subissait de l'harcèlement dans son établissement. D'accord ? Et puis, en fait, donc moi, en tant que parent, je fais ce qu'il faut. Et donc, on m'a reproché d'avoir contacté les supérieurs hiérarchiques, de s'être fait taper sur les doigts. Alors qu'en fait, la base du problème, c'était que mon fils avait des pensées suicidaires. Donc, on est sur une question vitale. Oui, d'accord ? Sûr. Donc, le problème de cette personne, c'était parce qu'elle s'était fait taper sur les doigts. En fait, c'est pas ça le problème. D'accord ? Le problème, c'est pas ça. Mais je ne lui en veux pas. Parce que je sais que c'est compliqué. Je sais qu'au-dessus, ils ont des règles. On leur demande de mettre de l'ordre. Et donc, en fait, avec peu de moyens.
Donc en fait, c'est pas possible ça peut pas se tenir, c'est impossible. Mais à côté, nos enfants ne sont pas bien. Nos enfants, l'institution, l'école est une violence pour nos enfants. Moi, j'ai des enfants que j'entends qui ont faim, qui ne mangent pas chez elles. Donc comment est-ce qu'elles peuvent travailler correctement si elles rentrent dans l'établissement en ayant faim? En fait, les enfants subissent des violences en continu. L'adultisme est une violence. À l'extérieur, c'est une violence. Nos enfants des quartiers populaires vivent des violences par la police, vivent des violences au sein de l'établissement. C'est des violences en continu. Donc en fait, il n'y a que de la violence. Et en fait, la violence réconforte la violence. Et donc du coup, c'est quoi le résultat de tout ça? C'est de la violence. Personne n'est là pour entendre les enfants. On leur demande juste de rentrer dans des cases. Les enfants ne sont pas là pour rentrer dans des cases. C'est pas possible. Donc personne nous entend parce que personne ne va entendre les enfants. Nous, on essaye un peu de porter les voix de nos enfants. Mais pour les gens, c'est pas des voix importantes. Est-ce que justement, parce que le gouvernement nous parle si je suis l'exemple que tu nous as donné au tout début, de harcèlement comme cause, harcèlement scolaire, cause importante, cause nationale, est-ce qu'en tant que parent d'élève, on s'en rend compte? Et est-ce qu'en tant que prof, on vous sensibilise plus sur ces questions-là? Est-ce que finalement, cette phrase de le harcèlement cause importante, c'est comme ce que je disais au début de cette partie, toutes les grandes annonces du gouvernement, mais dans les faits, concrètement, il ne se passe pas comme la grand-chose. grande cause des femmes, la grande cause du quinquennat. Exactement. 1000 féminicides, non. Voilà. Donc en fait, c'est la même chose. C'est que de la poudre à paillettes pour gagner des électorats. Et une fois qu'il les a, il n'en a rien à faire. Ça, c'est traduit par un QCM. C'était ça, la bataille contre le harcèlement. C'était anonymisé et c'était un par élève pendant un cours. Et c'était, êtes-vous victime de harcèlement? Oui, non. Sur les réseaux sociaux? Oui, non. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va lutter contre le harcèlement. Après, on essaye, évidemment, au niveau local, de mettre en place des choses, etc. Mais c'est pas en mettant plus d'élèves par classe et en supprimant des postes de profs qu'en fait, on va lutter contre le harcèlement, contre même les violences sexistes et sexuelles, contre tout, en fait. Enfin, je veux dire, l'école, il a un rôle important, même d'un point de vue, pour lutter contre toutes les inégalités, les oppressions et tout. Et aujourd'hui, on peut de moins en moins le remplir. Et c'est ça qu'il faut voir. Et après, juste pour rajouter un truc qui est important, je pense, à dire, parce qu'on n'a pas de lycéens avec nous aujourd'hui, mais que les lycéens, aujourd'hui, ils se battent beaucoup sur la question des rythmes scolaires. Ils ont fait une pétition, un sondage et tout, qui est super bien, mais qui montre aussi une violence même à devoir tenir sur une chaise de 7h à 19h. C'est ça qu'ils dénonçaient, qu'ils étaient fatigués, et qu'en plus, ils devaient être tout le temps... vous voyez, et je pense que c'est une école de contention en plus des esprits, parce que voilà, il y a les programmes, il y a qu'est-ce qu'on doit faire comme savoir et tout à l'école, mais une école de contention des corps qui est ultra difficile, quoi. Enfin, je disais tout à l'heure, assis debout, moi, un truc qui me choque, c'est qu'on empêche les élèves d'aller pisser en dehors du temps de récré, alors que les toilettes sont blindées. Quand elles sont ouvertes. Quand elles sont ouvertes. Ça a l'air peut-être anecdotique. La capuche, la casquette. L'espace de liberté des enfants au sein des établissements scolaires est extrêmement restreint. Enfin, je veux dire, c'est ça le truc de retour à l'ordre. Tu t'habilles pas comme tu veux, tu t'exprimes pas comme tu veux, tu as même à peine le droit de réfléchir comme tu veux. Mais en plus, c'est aussi des rythmes infernaux et de moins en moins d'apprentissage sur la table. Pardon, je ne sais plus si c'était ta question, mais ça en tout cas, permet bien d'y répondre. Je vais juste reparler sur le QCM, parce que du coup, moi, j'ai eu la vision en tant que maman, c'est que en fait, le QCM était ultra violent pour les enfants. C'est-à-dire que je remplis quelque chose. Donc déjà, il y a des enfants qui se sont rendus compte des violences qu'ils subissaient au sein de l'établissement qui n'étaient pas conscients. C'est anonyme, et donc du coup, je rentre chez moi avec ça. Et il n'y a pas de suivi derrière. C'est-à-dire qu'eux, ils sont contents, ils ont leurs petits chiffres, ils ont leurs petits sondages. Ouh là là, on a fait notre travail. Mais à côté, encore une fois, on a délaissé les enfants. Donc en fait, merci Marion, merci Jessica, mais je voulais dire que en vous écoutant, on comprend bien qu'en fait cette économie que le gouvernement offre sur l'éducation nationale, on n'est pas sur le bon chemin. Il aurait plutôt fallu rajouter des moyens afin de justement solutionner les différents problèmes que vous venez de soulever. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci à tous et à toutes et à tous, d'avoir suivi ce numéro de l'Actu. C'est vous. Si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement donner votre opinion sur un sujet, il vous suffira de laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à actu@lemediatv.fr. N'oubliez pas que nous avons notre pétition aussi sur TNT, lemediatv.fr. Elle est toujours en cours. Vous êtes déjà plus de 62 000 à l'avoir signée. Notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Ce soir à 18h30, vous retrouvez votre émission préférée, Toujours debout, présentée par ma consoeur Nadia Lazouni. Et si vous avez raté cette émission, très
très intéressante, vous souhaitez la revoir du début en entier, ne manquez pas la rediffusion ce soir à 22h sur le canal 165 de la Freebox. Et merci à tous pour votre fidélité et n'oubliez pas que l'actu, c'est vous. Je vous souhaite une très belle journée sur le média.